Bonjour. Je m'appelle Xavier Lostis. Je suis responsable innovation dans une entreprise qui s'appelle Adventiel. On va parler data IA au service de l'agriculture. C'est un sujet stratégique pour le domaine. Ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus. Pour resituer un petit peu qui on est, ce qu'on fait, on est une entreprise dans le numérique qui travaille avec une activité d'ESN. Donc on développe plutôt des solutions sur mesure pour des entreprises du domaine agri-agro. Donc ça, c'est à peu près 85% de notre activité. Et au demeurant, on a aussi 15% de notre activité autour de solutions d'édition de logiciels via le rachat de petites structures sur des niches. Il y en a une qui est autour de la gestion de la collecte du lait, tout ce qui se passe entre un tank à lait et la laiterie. Une structure, donc ça c'est SGPI, une structure qui s'occupe d'une plateforme autour de la traçabilité de labels, de signes officiels de qualité, et qui fait le lien entre des agriculteurs qui sont adossés à des labels, des porteurs de labels et des organismes de contrôle. Et la dernière, c'est WeWare, c'est notre structure nantaise qui est la petite dernière dans le groupe, qui elle s'occupe plutôt de gestion de logistique sur des silos portuaires. Donc on est 170 répartis entre Rennes, Caen, Paris et Nantes. Et oui, les éléments que je n'ai pas cités, c'est on est partie prenante dans des plateformes de services. Donc on a une marketplace pour les agriculteurs qui s'appelle AgriMaker et qui a 30 000 agriculteurs. Et un produit qui s'appelle Agatha, qui est une blockchain de gestion de consentement dans le partage de données. Donc on est dans le sujet. Ubixeo, c'est une plateforme de chatbot. Donc on travaille de l'amont à l'aval des filières. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, que ce soit dans les filières végétales ou animales, et donc accompagner cette transformation numérique qui va permettre notamment d'assurer la traçabilité du producteur au consommateur, sachant que l'ensemble de ces entreprises sont confrontées à un certain nombre d'enjeux de filières. Donc notre travail à nous, c'est de leur faire prendre conscience de ça. Et l'idée, c'est de pouvoir innover, effectivement, pour contribuer à l'agriculture et l'alimentation de demain. Et on parle beaucoup de filières durables et connectées et aussi d'atteinte sociétale. Quand on parle de filières durables et connectées, on parle d'agriculture de précision. On parle du fait de mettre la bonne chose au bon endroit au bon moment, avec la bonne dose. Mais ça va être aussi d'optimiser les ressources des exploitations agricoles. On va voir qu'il y a un petit exemple tout à l'heure autour du pâturage. Le fait de mettre les animaux à pâturer à l'extérieur, c'est une pratique extrêmement vertueuse. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir accompagner à travers des outils d'aide à la décision à faire ça. Donc, agriculture de précision, il y a précision dedans. Donc, ça veut dire l'intégration de sources de données multiples. Et donc, le fait de multiplier en fait, les volumes de données qui vont être à traiter. On sait qu'aujourd'hui, 80% des données qui sont dans le monde ont été générées dans les 2 dernières années. Là, on est vraiment dans ce cadre-là, où en fait ça va bousculer, on va dire, toutes les organisations et les entreprises agricoles, parce qu'on va devoir, pour se différencier, valoriser cette masse de données ensuite. Tout ça dans un contexte d'attente sociétale, avec des consommateurs qui demandent plus de traçabilité, de transparence dans les pratiques. On va parler de bien-être animal, mais on va parler d'environnement aussi. Il y a plein de sujets autour de ça. Et le dernier pan, c'est l'automatisation. Donc le fait de pouvoir descendre de l'intelligence localement dans du matériel pour pouvoir remonter des données plus préparées, on va dire ça comme ça. On parle de edge computing, on est vraiment dans ces sujets-là. Donc pour répondre à ces enjeux, finalement, on a dans nos mains plusieurs cartes et plusieurs thématiques de travail. On va parler d'acquisition automatique de données sur le terrain, qu'on parle de données d'ambiance, température, luminosité, humidité, des choses comme ça. On va parler de localisation, suivre des animaux, suivre du matériel. Et on va avoir des nouveaux canaux qui vont aider aussi à faire du monitoring en bâtiment ou à l'extérieur, du monitoring à travers des canaux de type son, vidéo, image. Et on va pouvoir utiliser ces canaux-là, notamment pour travailler sur des sujets autour du bien-être animal. Évidemment, on en a déjà parlé, le sujet du stockage massif de données.
mais aussi de systèmes qui utilisent de la traçabilité, comme la blockchain. On l'utilise beaucoup. Il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent sur la blockchain au niveau de la supply chain agricole, d'enregistrer des preuves du producteur jusqu'au consommateur et de pouvoir publier cette traçabilité auprès du consommateur. Mais on a aussi d'autres démarches autour de notamment la gestion des consentements d'accès aux données pour la valorisation dernière. L'intelligence artificielle, en fait, on va l'utiliser finalement à différentes étapes de l'acquisition de la donnée sur le terrain jusqu'à sa valorisation pour prédire ce qui va se passer. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Et la dernière carte, c'est un travail sur lequel qu'on a en priorité aussi, c'est comment faciliter l'accès au numérique sur le terrain pour les agriculteurs et les techniciens. Donc on va parler beaucoup de travail main libre, de vocal, de conversationnel, des choses comme ça. Ce sont des choses aussi qui arrivent dans les domaines agricoles. Nous, notre travail, c'est d'aider à accompagner les entreprises dans ce cadre-là. Et dans le cadre de l'innovation, on a fixé un certain nombre de priorités sur des thématiques de travail dans lesquelles on va devoir cumuler en fait, des technologies pour répondre à ces enjeux, qu'on parle de l'environnement, de bien-être animal, de traçabilité ou d'interopérabilité entre les plateformes et jusqu'aux consommateurs, et au niveau des nouveaux usages terrain. Quand on parle effectivement de capteurs, on va parler effectivement de différentes technologies qu'on va devoir mettre en œuvre. Le fait de choisir des capteurs, les bons capteurs, voire d'en créer. Le fait de partager la donnée, la remonter, alors soit via des réseaux, des réseaux courte distance, soit via des réseaux longue distance, on va le voir après, stocker, analyser, valoriser et pouvoir interpréter et prendre des décisions ensuite, voire alerter en cas de problème. On va se retrouver finalement à devoir agréger ces données, qu'on parle de situations de bâtiments industriels ou en agroalimentaire ou d'exploitation agricole, finalement c'est à peu près la même chose. Et il y a beaucoup de canaux disponibles pour remonter cette donnée et rajouter finalement une strate de données dans le système d'information d'entreprise. Cette strate pouvant être croisée, analysée pour elle aussi permettre de prendre des décisions et se projeter dans l'avenir en fait. Je prends un exemple, j'ai pris un exemple là ici d'un projet qui est assez représentatif de cette traçabilité du producteur jusqu'au consommateur. On a un sujet autour de la traçabilité, l'optimisation et la traçabilité du pâturage. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les consommateurs demandent à avoir des produits qui garantissent le bien-être animal, un pâturage de qualité pour les animaux, le fait que des animaux soient à l'extérieur. Et ils veulent avoir la traçabilité et la transparence. Les filières, elles se mobilisent, elles font quoi? Elles créent des signes officiels de qualité, des AOP, des AOC, qui s'appliquent en lait, en beurre, en fromage. Et ces cahiers des charges, en fait, il y a des indicateurs dedans. Donc des indicateurs que les transformateurs et les producteurs vont devoir justifier. Dans ces indicateurs, il y en a qui sont facilement factualisables, des surfaces de parcelles, des nombres de points d'eau, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués à mettre en œuvre, comme par exemple le nombre de jours passés par les animaux à l'extérieur. Parce que dans le signe officiel de qualité, on dit qu'il faut que l'animal soit au moins 180 jours dehors. Bon, on va, pour répondre à ce type de problématique, finalement, réfléchir une solution dans laquelle on va équiper des animaux de capteurs. Donc là, on va créer un capteur qui va permettre de remonter ces données GPS, créer un cloud, de valoriser la donnée, et puis on va voir que aussi pour l'aide à la décision, on va commencer à consommer d'autres sources de données ensuite. Donc on crée un capteur adapté qui sait remonter de la donnée derrière, et finalement, quand il est opérationnel, on a une traçabilité très fine du déplacement des animaux entre les parcelles, mais aussi dans une parcelle. Donc là, on a au niveau de la traçabilité tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, même sur des problématiques de bien-être animal, on pourra aller encore plus loin. Et du coup, l'agriculteur va pouvoir bénéficier de ces services-là, donc dans un jeu gagnant-gagnant, où lui voit que son éligibilité au label il est bien dans les clous, mais aussi il y a des documents qu'il est censé remplir, qu'il remplit aujourd'hui à la main, qu'il va pouvoir remplir automatiquement parce que l'utilisation de capteurs va permettre de renseigner automatiquement le nombre d'heures passées par les animaux
dans les différentes parcelles. Et pour aller encore plus loin dans l'aide à la décision, finalement, on va pouvoir aussi réfléchir des solutions complémentaires lui permettant de décider à quel moment il doit mettre les animaux dans les parcelles. Donc pour faire ça, finalement, c'est compliqué de savoir quelle est dans mes 80 parcelles la bonne parcelle sur laquelle pâturer. On va pouvoir utiliser des données satellites qui permettent, quand elles sont retraitées, d'évaluer la biomasse disponible par parcelle et donc de permettre à l'agriculteur d'avoir une vision tabulaire aussi du volume d'herbe disponible par parcelle et donc du coup de décider en fait quelle est la bonne parcelle à utiliser pour que économiquement il optimise son capital herbe et donc finalement qu'il achète de moins en moins d'aliments complémentaires pour alimenter ses animaux. Donc on a toute la vision en volume et après on peut avoir l'historique par exemple de toute l'historique d'une parcelle avec les volumes d'herbe derrière. Donc on voit l'intérêt de mutualiser en fait différents canaux de sources de données pour finalement arriver à avoir des solutions qui sont viables à la fois pour la traçabilité mais aussi pour l'aide à la décision et l'optimisation derrière. Concernant l'intelligence artificielle, certainement que nombre d'entre vous se sont déjà appropriés ces concepts-là, mais le fait est que on a un certain nombre de planètes qui sont alignées dans les dernières années qui ont fait qu'il y a eu une accélération très forte des technologies autour de l'intelligence artificielle qui ont pu, on va dire, valoriser les travaux qui avaient été commencés il y a relativement longtemps. Et donc finalement, on va pouvoir, en valorisant ces données, pouvoir avoir des applications plus intelligentes et pouvoir se projeter. Et si on compare effectivement des programmes classiques qui suivent des suites d'instructions pour arriver à un résultat au cerveau humain qui lui apprend par l'expérience, finalement, ici, on va essayer d'apprendre par les données pour pouvoir essayer de se projeter dans l'avenir. Donc, il y a un vrai enjeu d'acquisition des données, d'annotation de ces données pour pouvoir créer des services efficaces. On parle d'un peu de budget. Là, aujourd'hui, le chiffre d'affaires lié à l'IA, il est estimé à 34 milliards, presque 35 cette année. Et on le projette à 126 milliards en 2025, donc presque un rapport de 4. Et ici, on a en fait le nombre de brevets qui sont déposés autour de sujets autour de l'IA. Donc on voit que ce n'est même pas une question de savoir si on y va, c'est quand est-ce qu'on va y aller. Un dernier élément qui est assez sympathique, c'est la courbe du Gartner. On voit qu'il y a énormément de sujets autour de l'intelligence artificielle qui sont intégrés et avec des niveaux de maturité qui sont souvent de 2 à 5 ans. Alors pourquoi y aller ? Pour mieux anticiper les choses, pour mieux produire et pour mieux vendre. Donc si on l'applique dans le domaine agricole, mieux anticiper, on va pouvoir le projeter dans des problématiques de santé animale ou santé végétale, parce que du coup, on va essayer d'anticiper un maximum de problèmes. On va pouvoir aussi anticiper des récoltes, on va pouvoir anticiper des volumes. On va pouvoir mieux produire en observant. Donc là, on parle aussi de santé animale à travers les canaux ensuite. On va pouvoir utiliser la vidéo. On va optimiser les intrants, comme je l'ai dit, les semis, etc. Mais aussi tout ce qui est parcours. Et un autre sujet qui est très important, c'est les déchets. Et enfin, on va pouvoir mieux vendre. Il y a un vrai enjeu de personnalisation de la relation client grâce à la valorisation des données, anticiper des commandes. Tout ça, c'est des critères de différenciation qui vont pouvoir être utilisés par les entreprises. Prévoir des ventes, prévoir des prix, ça, c'est des choses aussi qui sont très importantes. Donc, si on prend le bien-être des sujets, un petit focus autour du bien-être animal, on va pouvoir finalement, en santé animale, mieux diagnostiquer, mieux prédire, mieux prévenir un certain nombre de problématiques. Et pour ça, on va utiliser différents types de données. On va pouvoir utiliser des résultats d'analyse. On va pouvoir utiliser, comme on l'a vu, tout ce qui est localisation, mouvement d'animaux dans les parcelles. On va pouvoir utiliser tout ce qui est ce qu'on appelle l'abiotique, donc tout ce qui est ambiance, contexte, dans lequel va progresser un organisme, qu'on parle de végétal ou d'animal. On va pouvoir utiliser l'imagerie
L'audio aussi, c'est un critère. Je vais vous montrer un exemple. Et tout ce qui est omique, c'est tout ce qui va permettre de définir le phénotype d'un organisme. Donc on parle de génomique, on parle de choses comme ça. Et donc on va pouvoir utiliser toutes ces données-là pour répondre à des problématiques de santé animale et certainement bien d'autres. Si on parle des sujets d'imagerie, il y a beaucoup de sujets sur la factualisation d'indicateurs grâce à l'intelligence artificielle. Ici, on parle d'un sujet qui s'appelle la note d'état corporel sur les animaux. C'est une note de bien-être animal. Et aujourd'hui, pour faire ça, un technicien qui est expert, il va utiliser un arbre de décision visuel où il va regarder un certain nombre de critères pour pouvoir donner une note. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur le fait de pouvoir reproduire cet arbre de décision visuel à partir de réseaux de neurones qui vont s'enchaîner. L'audio est un autre canal qui est très important en santé animale. On a travaillé sur des projets autour de l'intelligence artificielle avec du monitoring sonore. L'idée étant de pouvoir détecter des événements sonores comme on détecte des événements d'ambiance. Donc une toux, un sniff, mais on va voir qu'on va pouvoir surveiller de l'activité du matériel et pouvoir après, dans l'analyse de données, pouvoir avoir des problématiques de sécurité en disant cet événement-là, est-ce que c'est normal qu'il se produise à l'heure en question? Alors normalement, il y a la vidéo qui passe, mais ça ne le fait pas. Bon, bref, c'est un exemple, je ne sais pas si on aura le son. Mais en fait, ici, on a de l'interprétation en live du bande sonore qui permet de détecter automatiquement des événements. On passe dans des modèles d'IA qui nous fournissent, qui analysent le son, qui découpent en tranches. On passe dans des modèles predictifs, le centre de calcul, c'est un compresseur, et on remonte ça dans des systèmes de bases de données horodatées NoSQL. Et derrière, on a des tableaux d'ordre qui permettent de valoriser cette donnée. Évidemment, la vidéo, donc surveiller en fait grâce à la vidéo, sachant qu'aujourd'hui dans les vidéos on a du son et de l'image, on va pouvoir analyser en fait le comportement des animaux. Ici on a de l'identification individuelle des animaux, on a les niveaux de prédiction et on va pouvoir calculer combien de temps passe une vache à manger, à se déplacer ou détecter des vaches qui ne bougent pas ou des choses comme ça. Donc là, on voit, voilà. Donc là, il y a ce sujet d'optimiser des bâtiments, de repérer des problèmes, des choses comme ça. Et donc, on va, pour localisation, mouvement, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, ça va être le croisement. Donc l'enjeu pour les entreprises, ça va être de choisir quels sont les sujets qui sont prioritaires pour eux et donc de croiser toutes ces données-là ensuite. Alors, du coup, on n'a pas de son du tout. Non? Ok. Bon, j'avais un petit motion design un peu sympa sur le dernier sujet qu'on utilise sur l'intelligence artificielle, qui sont tout ce qui est assistant virtuel. Ici, on a vu les interfaces utilisateurs évoluer dans le temps. On voit les claviers souris. Après, on va arriver à tout ce qui est lunettes connectées, gestuelles, etc. Et depuis 2017, on peut travailler sur d'autres canaux pour interagir avec des applications numériques. Et donc là, l'intérêt ici, ça va être de pouvoir simplifier des interfaces utilisateurs, donc de ne plus avoir à développer des applications spécifiques, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, en l'occurrence les agriculteurs, ils utilisent beaucoup d'applications différentes qui ont des ergonomies différentes. Le concept de chatbot, c'est quand même intéressant de pouvoir intégrer des services professionnels sur des applications qui sont déjà sur les téléphones. Qu'on parle tout simplement du SMS, mais aussi de Facebook Messenger, de WhatsApp, et de pouvoir interagir très facilement avec les utilisateurs dans les deux sens. Donc on va pouvoir finalement entraîner des chatbots sur des bots professionnels. Finalement, comme on le ferait avec des applications mobiles classiques, à part qu'on va les entraîner à reconnaître des intentions dans des phrases qui sont saisies par les utilisateurs. Donc au lieu d'installer une application sur mon téléphone, je vais
ajouter un contact dans ma liste de contacts et je veux pouvoir interagir. Le contact, c'est l'entreprise. Et l'entreprise va fournir un certain nombre de services et ces services, donc on va entraîner à reconnaître ces services-là, soit en mode pull, donc de l'utilisateur vers le service fait par l'entreprise. Et finalement, on va pouvoir avoir, via des chatbots, des choses qui sont assez semblables à ce qu'on pourrait avoir dans des applications mobiles classiques. Ici, on va saisir, par exemple, une phrase qui indique voilà, qu'il y a un animal qui est mort. Donc là, on a l'intelligence artificielle qui va se mettre en route pour détecter l'intention de l'utilisateur. On va lui demander confirmation et s'il est OK, on va pouvoir enchaîner sur un certain nombre de questions-réponses permettant d'enregistrer les informations complémentaires nécessaires à l'enregistrement. Donc ici, voilà, typiquement, on a la détection, et puis après, on va pouvoir enregistrer. Donc ça, pour de la saisie ou des alertes. Mais ce qui est aussi très important, et qui est assez peu connu, c'est qu'on peut faire du push. C'est-à-dire que l'entreprise peut engager la conversation avec l'utilisateur pour soit l'alerter, c'est-à-dire qu'on est vraiment engagé la conversation avec le bon utilisateur sur le bon sujet au bon moment. Je reprends un petit peu mon paradigme des intrants tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Et donc, on va pouvoir l'alerter, je ne sais pas, parce qu'il a des médicaments à mettre tous les jours. Est-ce que tu as bien mis ton médicament aujourd'hui? Oui, non. Et il enregistre automatiquement. Je n'ai pas besoin de sortir l'appli, aller dans mon carnet sanitaire ou des choses comme ça. Et il y a un vrai enjeu économique aussi sur la valorisation des données pour savoir à quel moment je vais proposer un renouvellement de commande, par exemple. Des choses comme ça. Et on a le pendant, voilà, des assistants vocaux, hein, ici, où on peut complémenter, on va dire, avec un OK, OK mon assistant, d'avoir des interactions vocales qui sont très intéressantes. Comme je l'ai parlé de main libre tout à l'heure, c'est bien le sujet de travailler main libre et d'interagir avec du numérique main libre via des solutions comme celle-ci. Voilà, tout ça pour avoir des services qui sont vraiment plus simples à utiliser, intuitifs. On met en mode conversationnel et un enjeu très fort pour les entreprises sur la personnalisation de leurs relations clients grâce à la valorisation de leurs données, alors qui peut être très simple, hein, c'est juste dès que j'atteins un seuil de stock, j'envoie le message, mais on peut avoir des choses beaucoup plus complexes que ça, qui vont vraiment potentiellement utiliser de l'intelligence artificielle pour déterminer à quel moment et sur quel sujet j'engage la conversation. Voilà, en résumé de la présentation, effectivement, il y a un vrai enjeu sur la valorisation des données. Ça s'applique dans plein de cas d'usage. Les entreprises du domaine sont, on va dire, vont être très bousculées par tout ça, et avec cet enjeu très fort de répondre à ces attentes sociétales. On sait qu'on a plein d'enjeux qui vont nous tomber sur la tête. On va être 2 fois plus nombreux en 2050. Enfin voilà, il va falloir nourrir tout le monde, etc. Et il y a des enjeux au niveau de l'environnement aussi. Et donc finalement, l'intelligence artificielle et l'IA va pouvoir contribuer à faciliter la valorisation et la mise en œuvre de ces solutions. Voilà pour moi. Alors on n'a toujours pas de son. Mais là, typiquement, c'est un autre exemple de choses où on a le taux d'humidité est de 60% et on va cumuler ici un boîtier qui fait de la remontée de données d'ambiance et donc l'interaction entre un utilisateur, un agriculteur qui va demander quelle est la situation dans son bâtiment à un instant T. Et donc, du coup, on va aller chercher toutes les données contextuelles, mais plus encore, aller chercher de la météo pour lui proposer du service derrière. Voilà, merci. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Mais en milieu rural, c'est la dèche. Alors sur les réseaux, effectivement, nous, sachant qu'on travaille sur le sujet depuis très longtemps, on a toujours travaillé sur des applications et puis intégrer ces modules ces fonctions de synchronisation de données. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que si on parle de remontée de données de capteurs, sur les capteurs des réseaux comme LoRa, Sigfox, on a quand même une connectivité qui est accessible, c'est pas tout à fait les mêmes réseaux que les réseaux téléphoniques classiques. Donc on peut avoir de la donnée qui remonte
via ces biais-là. Et il y a aussi des possibilités de passer par des passerelles qui vont faire de l'agrégation de données et nous les remonter via des canaux type Internet en s'appuyant sur des relais qui sont dans les bâtiments ou des choses comme ça. Donc, voilà. Donc ça veut dire que par exemple en transhumance, on récupère les retours qu'à la fin quoi, de la transhumance, au bout des 2 mois, on aura tous les retours d'informations en fait. Parce que si dans la vallée il n'y a rien. Voilà. Du coup, en fait, c'est des contraintes qu'il faut intégrer dans les capteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des capteurs qui peuvent passer d'un réseau à l'autre en fonction de la connectivité. Alors, évidemment, utiliser du GSM, donc les réseaux vraiment très très bas débit, c'est possible. Mais ça peut jouer sur la longévité en fait, des batteries des capteurs. Donc, c'est un enjeu très, très fin à gérer. Ce qu'on veut avoir par rapport à la capacité des capteurs. Si on prend par exemple les capteurs qu'on a créés pour le projet Chronopâture, là on est sur l'objectif c'était de pouvoir durer 2 saisons de pâturage, donc on est sur des capteurs qui durent 18 mois, sachant qu'après on peut jouer sur la fréquence de remontée de données, sur un certain nombre de choses comme ça. On peut jouer aussi sur le fait que le capteur ne remonte pas d'informations si l'animal ne bouge pas. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. La donnée rare, parce qu'elle existe aussi, et la donnée qui n'est statistiquement finalement que très difficilement modélisable et de surcroît dans des modèles à base de règles, quoi. Du coup là aujourd'hui finalement nous on développe, c'est des choses qu'on travaille avec nos clients, c'est-à-dire que du coup il y a un contexte qui fait que aussi nous on a des data scientists chez nous, mais de plus en plus nos clients en ont chez eux aussi. Donc pouvoir régénérer des jumeaux, enfin on va dire on commence à parler de jumeaux numériques, des choses comme ça. Voilà, on est vraiment dans ces sujets-là. Et dès qu'on parle de génétique, et même on sort un peu de notre domaine, on a chez nos clients des spécialistes qui sont peut-être potentiellement plus spécialistes que nous sur un certain nombre de données. Et l'enjeu, vraiment, comme vous le dites, hein, si on veut faire de l'apprentissage ou de la classification, enfin déjà, ne serait-ce que de la classification, mettre des choses dans des cases, qu'on parle de son, d'image, il y a un vrai enjeu sur l'acquisition et l'annotation des données et voir la création de ces jeux de données qui potentiellement n'existent pas. Et ça, on le fait forcément avec les clients. Et puis, il y a tout un aspect itératif que vous devez connaître qui permet d'évaluer la pertinence des modèles et leur performance pour déterminer si le jeu de données qui est en entrée est suffisant ou pas, quoi. Mais c'est pas simple dans tous les cas. Quelqu'un d'autre aurait une question ? Merci beaucoup, du coup. Et si vous avez des questions.